Bienvenue les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne. C'est Wattman qui vous fait de la mécanique, des petits tutos sympathiques voiture moto pour s'amuser. Je viens de finir la STI noire de Marion et je vais attaquer un autre petit projet. Il y a du boulot, donc je ne sais pas si la vidéo sera faite en une seule fois ou en plusieurs fois, je ne sais pas parce que ça va être un petit peu long. Le but du jeu, ça va être ça. Donc de nouveau une Subaru, un Forester. Type SF5 Turbo S du début des années 2000, fin 90. C'est je crois que de 99 à 2003, un truc comme ça. Et donc là on a un moteur dans le sac, c'est-à-dire que tout le haut moteur a été refait il y a un peu plus d'un an avec un bas moteur qui avait 300 000. On a dit on va limiter les frais, on va faire en sorte qu'il roule parce qu'il avait vraiment très besoin de sa voiture pour rouler, pour aller au boulot. Donc on a fait au plus pressé, au moins cher. J'avais des culasses d'avance, on les a montées direct, on a tout remonté ça comme ça. Et puis ça a roulé. Ça a roulé pendant un an à peu près. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. Le bas moteur a décidé de rejoindre son petit frère, le haut moteur. Donc là on a un bas moteur dans le sac. Donc sûrement un piston 4 à verser, j'imagine. Je sais pas trop. Donc on va pas prendre le risque. Cette fois on a du temps devant nous. On est en été, donc le propriétaire peut se déplacer en moto. Donc ça fait déjà plusieurs mois que la voiture est chez moi. Parce qu'il fallait réunir des fonds pour acheter les pièces. Et en l'occurrence, la solution de facilité, on a racheté un moteur. Enfin, il a racheté un moteur parce que c'est pas ma voiture. Donc moteur complet de WRX, à savoir la même que la bleue qui est là-bas. Voilà, exactement ce moteur là. C'est pas celui-là, hein, mais il va dans la même voiture. Le moteur est là. Il nous attend. Hop, c'est un petit peu sale. Voilà, mais d'ailleurs je crois que je l'ai pas refermé. Voilà. Donc on va mettre ça en lieu et place. Avec des petites subtilités. Il va falloir récupérer la distrib du Forester puisque les durites, n'importe quoi. Les poulies d'arbre à cam admission côté conducteur sont différentes pour le calage. Donc on va récupérer tout ce qui appartient au Forester pour monter sur l'autre bloc. Et là, on a un petit peu de boulot parce qu'il va falloir enlever tout ça. Tout ça. Voilà. Donc c'est du boulot. Donc on va s'attaquer à ça. Je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais peut-être pas tout filmer non plus. Pour commencer, la batterie, première chose. Purge du liquide de refroidissement. Que je vais récupérer parce qu'il est tout neuf. Donc j'ai un récipient tout propre, tout beau. Je vais récupérer ça dans des petits bidons tout neufs, tout propres, qui en contiennent même encore du tout neuf. Donc voilà, comme ça fait des frais en moins. Le kit vidange, il est prêt, il attend dans un carton. Donc bien sûr, vidange filtre neuf au niveau de l'huile, ça paraît un petit peu normal. Je récupérerai les bougies qui sont neuves sur ce bloc, sauf si je découvre quelque chose de bizarre. Tout ce qui est admission, pieuvre, injecteur, rail, tout ça c'est tout neuf, on a tout mis neuf l'année dernière, donc ça on récupère tout. Durite d'échangeur, durite d'admission, durite d'induction, tout ce qui est durite en fait ça a tout été fait, donc ça c'est bon. Courroie d'accessoires c'est bon. Une fois qu'on aura enlevé tout ça, l'alternateur, je regarde en même temps ce que je dis, hop, je vais vous montrer, ça sera même encore plus rigolo. Donc on a dit batterie, purge du liquide de refroidissement, ça me permettra d'extraire le radiateur. Ensuite l'admission, des petits tournevis, tac tac, on enlève des colliers, des machins, ça va aller bien. Ensuite, au niveau échangeur, on va enlever l'échangeur. On passera au niveau du turbo, on démontera la descente de turbo, ce qu'on appelle le downpipe. Et ensuite, tout ce qui peut nous gêner ici, pompe de DA, je l'écarterai sur le côté sûrement. L'alternateur ça vire. Et on aura accès au moteur, aux vis de tour de boîte. Il y aura le démarreur sur le côté. Sûrement je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Et puis là, on y verra beaucoup plus clair. Par contre, ça va prendre quelques heures de travail, forcément. Et je reviendrai faire des petits checks de temps en temps pour vous montrer où j'en suis. Allez, on se fait un petit arrêt sur image, même s'il n'y avait pas d'image. J'ai enlevé la batterie.
Ok, ça c'est facile. 2 vis de 10, on enlève l'écosse. 2 vis de 10, on enlève le support qui est ici. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. J'ai défait, juste défait, les fixations de radiateur, puisque pendant ce temps-là, j'ai ouvert le bouchon d'huile et j'ai vidé le filtre à huile. Hop, on descend. Donc j'ai rangé le récupérateur d'huile, mais j'ai ouvert ici, c'est du 17. J'ai enlevé le filtre. Là, il y a de l'huile qui a coulé le long. C'est normal, parce que j'ai remis le vieux filtre. Forcément, on va pas remettre un filtre neuf. Donc là, c'est refermé. Normalement, il n'y a plus d'huile ou quasiment plus d'huile. Et c'est un petit peu ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du 14, on enlève la descente de turbo qui est ici. Et en haut, hop là, on voit ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 vis de 14. Alors en haut, c'est boulon, donc vis plus écrou. Et les 3 du bas, c'est que des écrous. Ensuite, j'ai enlevé celle-ci en passant par au-dessus. Je vais repasser au-dessus, je vais vous montrer. On va le faire tout de suite. Hop, c'est du temps réel. Hein. Donc, celle que j'ai montrée, je vous l'ai montrée par en bas parce qu'elle est derrière, on la voit pas. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, celle-ci qui est cachée là-bas au fond. Voilà. Et ça, c'est les 3 qui tiennent le corps chaud du turbo sur le hub pipe. C'est du 14. J'ai enlevé la vis de banjo qui est ici pour l'alimentation en huile du turbo. C'est du 14. J'ai enlevé l'échangeur, ça on l'a vu. C'est toujours le même principe. On l'a vu sur la vidéo précédente. 2 colliers ici, un collier ici, vis de 12. La même chose en face. On enlève l'échangeur. Il est là. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Pour faire de la place, on enlève la barre anti-rapprochement. C'est pas d'origine, donc c'est pas du 14, c'est du 13. Là, on est bien. Maintenant, étape suivante. Le petit bac tout propre que j'ai renettoyé pour être sûr qu'il soit vraiment nickel. Je vais le mettre dessous, je vais ouvrir, hop, on va montrer. Alors déjà, j'ai enlevé celle-ci là pour faire un petit appel d'air, pour que ça vide bien tout comme il faut. Et ensuite, on passe dessous et on va enlever la durite neuve qui est là. C'est du 10, c'est du 10. Et là, ça va nous vider le liquide de refroidissement et je vais mettre mon bac de récupération en appui là-dessus. Et ça va tout couler dedans proprement et comme ça, on le récupère. Et on ne gaspille pas. Ensuite, on verra ça un peu plus tard. On a un soufflet de cardan. Donc, je sais pas, cette voiture, elle me consomme du soufflet de cardan. C'est un truc de fou. J'ai déjà changé celui-là. J'ai déjà changé celui-là. La dernière fois, j'ai changé celui-là. Là, il est gras, mais j'ai pas l'impression qu'il soit percé. Donc, à mon avis, ça doit couler d'au-dessus. Et donc, bah maintenant, le dernier, voilà, forcément. Donc, logiquement, j'en ai un d'avance. Il faudra que je regarde. Et puis, si j'en ai pas d'avance, et ben je regarderai, là j'en ai un là, j'en ai un là, c'est le bon en plus. Donc je regarderai si je récupère pas celui-là. Je préfère mettre un occasion entre guillemets, mais d'origine, parce que de toute façon il paye pas, hein, plutôt que de lui faire acheter un neuf et puis de me retrouver avec une pièce adaptable qui risque de pas y aller, ou qui va refoirer dans pas longtemps. En l'occurrence ici, c'est un adaptable, pour l'instant il tient, mais bon. Voilà quoi, je l'avais monté ça parce que je l'avais et que c'était gratuit, mais bon, c'est pas l'idéal, c'est pas la panacée, c'est pas ce que je préfère faire. Je reviendrai plus tard pour les supports moteurs qui sont par là. Donc là, on a du 14, d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais non, je sais pas ce qui s'est passé, bien sûr que je sais ce qui s'est passé. J'ai descendu la péteuse tout à l'heure et je les ai débloqués. Normalement, celui-là aussi, voilà. J'étais en train de me dire, ça y est, je deviens fou. Hop, voilà, on le prend sur la tête, mais ça, c'est pas très grave. Donc ça, c'est mes 2 supports moteurs. On est OK. Donc là, le moteur, il repose sur le berceau, juste il est posé, tout simplement. On aura accès aux vis de tour de boîte. Il y en a une là, une là. Je sais pas comment je vais y aller parce que mon petit cliquet a lâché. Et normalement, j'y vais avec le petit cliquet là. Donc, je sais pas. Ensuite, celui-ci, là. Le au-dessus, ben, c'est directement sur le démarreur. Là, il y a le même en haut. Là, et ben, le même qu'on a vu en face qui est ici. Et ensuite, celui-là qui correspond à celui du bas du démarreur en face. Et celui qui est là-haut, qui correspond au haut du démarreur de l'autre côté. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 vis et 2 écrous. Voilà, et à partir de là, on sera pas mal du tout. Donc là, hop, comme j'ai dit, on revient au-dessus, on va
faire couler le liquide de refroidissement dans le bac. Et pendant ce temps-là, je vais enlever l'admission. Tout simplement, tournevis, tournevis, tournevis. On enlève tout ça. On débranche le débitmètre. Voilà. Ensuite, il faudra que je débranche la durite d'air du turbo. Donc je l'enlèverai par là. Comme ça reste sur la voiture. Je la débranche de là, je la débranche de là. Normalement, c'est juste enfilé. Hein. Logiquement, ça ne devrait pas être trop enfoncé. Ça a été fait il y a qu'un an. Voilà. Là, je ferai un petit repère pour repérer que c'est bien celle-ci qui va sur le turbo. Mais bon, je peux pas me tromper parce qu'il va au Soléno. Mais bon, quand même, je vais le repérer avec un petit marquage blanc. Et puis ici, pareil, au niveau de la pieuvre. Et on sera pas mal. Et je crois que de ce côté... Ah si, j'ai un faisceau électrique normalement. Si je dis pas de bêtises. Tac, voilà, c'est celui-là. Donc là, j'ai le petit faisceau électrique que je vais débrancher, qui va au moteur. Et en face, même chose, les deux grosses qu'on a l'habitude de voir quand on fait des Subaru. À savoir, les deux grosses alimentations moteur. Donc ça fait tous les capteurs, injecteurs, débitmètre, tout ça, la bobine, machin. Donc voilà, oui, parce que là sur celle-ci c'est différent de celle qu'on a vue la dernière fois. Il y a une grosse bobine. C'est bien fait, hein, c'est japonais. 1, 2, 3, 4. C'est super bien. Et en plus c'est facile parce que ça correspond au piston, au numéro des cylindres. Cylindre 1, cylindre 3, cylindre 2, cylindre 4. 1, 3, 2, 4. C'est vachement bien fait. Et donc on a des fils de bougies qui vont directement aux bougies. C'est pas des bobines crayon comme on a vu sur la dernière, qui était plus récente. Voilà, donc on en est là. Ça va aller plutôt vite. Et on refait un petit point dès que j'ai fait tout ça. Bon, on avance un petit peu, ça se voit pas beaucoup, mais si quand même. La boîte à air est partie, toute l'admission. J'ai défait, je sais plus, tout ce qui est durite d'air, tout ce qui est alimentation d'essence, tout ce qui est durite de flotte, les faisceaux électriques de chaque côté. Ici et ici. Et là j'en étais à l'essence. Donc j'ai défait la durée d'essence d'alimentation. Et là j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé mon petit régulateur de pression qui est tout neuf. Hein. On a tout mis neuf. Je te dis, voilà. On a tout mis neuf. Et le problème c'est qu'on avait ça qui était pris dessus. Alors je sais pas si on voit. Voilà. Qui va ici. Et ça gère la pression d'essence. Et le problème, c'est qu'à mon avis, vu l'état de la durite, et ça je l'avais pas vu, et vu l'état de la durite, à mon avis, elle a tourné tellement pauvre, tellement pauvre, parce que le régulateur il fournissait pas assez de pression, et elle a tourné pauvre, et à mon avis on a fondu un piston comme ça. Je pense. Donc je suis un petit peu blasé, parce que c'est quelque chose que j'aurais pu voir, je pense. Je pense pas que ça ait... Quoique, elle est quand même bien souple, c'est ça qui est bizarre. Elle est super souple, elle fait pas durcie. Je pense que c'est pour ça que je l'ai remise. Mais en fait, elle a craquelé au bout, quoi. Vraiment, pourtant, elle est bien molle, mais elle a craquelé au bout. Donc ça, je vais remplacer, bien entendu. Hein, mais du coup, ça fait beaucoup de dépenses pour... voilà. L'utilité de checker régulièrement. Parce que ça, ce morceau-là, ça doit valoir... même si on l'achète par 1 mètre, ça doit valoir 10-12 euros. Hein, on le coupe, on le met à la bonne taille, et pour 10-12 euros, on économise quand même le prix d'un moteur, quoi. Donc je suis un petit peu blasé si c'est ça. Après, c'est difficile d'identifier une cause sans ouvrir, sans rien, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le check est quand même important. Même si c'est pas ça, ça aurait pu. Et puis, jeter un coup d'œil dessus, que ce soit une durite d'eau qui va faire surchauffer le moteur, une durite d'huile qui va faire perdre l'huile sous le moteur petit à petit et qui va faire que, au bout d'un moment, oh mince, j'ai mon voyant d'huile qui s'allume. Oui, sauf que sur une voiture ou sur une moto, quand le voyant d'huile il s'allume, c'est trop tard. Hein. Le mal est fait. Donc, même si on débraye tout de suite et qu'on coupe le moteur, il suffit que le moteur il ait tourné 2 secondes et c'est plié. Voilà, moi ça m'a coûté un moteur 6 cylindres sur la Legacy. Tant pis pour moi, j'ai pas fait mon niveau, j'ai fait tout ceux des copains. Et le mien, je suis passé à travers. Et du coup, le moteur coussinet, la totale d'ailleurs, hein, si vous voulez. Hop, un petit souvenir qui fait plaisir. Voilà, ça c'est un vilebrequin de 6 cylindres. Donc ça c'est un palier de bielle avec un coussinet qui était en bon état. Et là, on voit que c'est celui qui a mouru. Il n'est pas du tout le même état de surface. Hein. Lui, il est complètement, il a explosé, quoi.
Le coussinet avait même disparu de la circulation, la bielle elle faisait comme ça autour. Donc bref, voilà. Pour dire que parfois un petit check rapide, ça peut économiser beaucoup d'argent. Mais ça, on est tous pareils, on est pressés, on est dans une génération où on est pressé, on veut tout faire vite. Et il faut qu'on fasse les choses vite. Nos patrons nous poussent à faire les choses vite. Eux-mêmes doivent rendre des comptes vite. Donc voilà. Donc prenez le temps les amis et on fait des économies. Bien, ceci étant dit, on continue un petit peu. J'ai enlevé le démarreur qui est là. Il tient avec deux vis de 14. Celle du haut elle est facile à avoir, celle du dessous bah, je passe par en bas, je passe par la fosse. Ensuite, en partant, petite subtilité Subaru, une clé BTR de 10. On débloque, il y a un petit cache. On enlève ce petit cache là. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, du 14, on enlève les deux vis du récepteur d'embrayage pour libérer la fourchette d'embrayage, d'accord. Et après, c'est là qu'est la subtilité. On a un axe. Alors je vais changer de main. Hop. On a un axe qui est là-bas dessous, qui est fileté au centre, M6 je crois. Et voilà. Donc petit filetage au centre. Moi j'utilise une longue vis comme ça qui me suit depuis des années et des années. À la base, je n'ose même pas dire d'où ça sort, tellement c'est bidon. C'est une vis qui servait à tenir le premier lit, le tout premier lit en bois que je me suis acheté en 97 ou 98. Donc le lit, il y avait des gros pieds en bois. C'était un lit type mezzanine. C'est un lit surélevé parce que j'avais pas beaucoup de place chez moi. C'était un petit studio. Donc dessous j'avais un bureau et au-dessus j'avais mon lit. Et donc voilà, ça tenait un des morceaux du lit. Donc voilà, c'est une petite vis que je garde depuis tout ce temps-là. C'est rigolo. C'était pour l'anecdote. Et donc ça nous permet, voilà, de libérer la fourchette qui elle va venir tirer la butée pour pouvoir débrayer, parce que le soufflet il est tombé, c'est pas grave, parce que sans ça eh ben, c'est même pas la peine d'essayer, même si on enlève encore les deux du bas qui restent, donc encore une vis, un écrou et la même chose de l'autre côté, mais même si on essaye de les enlever, le moteur il se désolidarisera jamais de la boîte, parce que ça va tirer sur la fourchette, ça va même casser soit le pignon à queue de la boîte, soit la butée elle va exploser ou tordre la fourchette, j'ai déjà vu. Hein. Donc sans ça, c'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà, là je me rends compte en même temps que je parle qu'il me reste un petit bout de faisceau, c'est le faisceau d'alternateur. Donc ça c'est une prise qui est cliquée. Voilà, et ça c'est un écrou de 12. On défait, on enlève tout, et puis ben, on n'est pas loin de la vérité là. On va bientôt pouvoir le lever ce moteur. On revient quand on aura enlevé le radiateur et puis ce petit bout de faisceau. Bon, en fait j'ai changé d'idée. Je vais enlever l'alternateur. Pourquoi? Parce que je pense que la pompe de DA va m'embêter. Elle va couler partout. J'ai plus de seringue pour aspirer le liquide pour éviter d'en mettre partout. Donc je pense que je vais essayer d'écarter la pompe de DA, la mettre sur le côté pour pas qu'elle m'embête. La mettre par ici là. Donc pour ce faire il faut que j'enlève l'alternateur. Sauf que l'alternateur donc il tient par là. Ça c'est déjà desserré. Pour la simple et bonne raison que là j'ai un cache, un protège-courroie qui vient dessus, qui est en fourchette comme ça, qui vient se fixer là derrière. Donc du coup je l'ai déjà desserré. Pour défaire une courroie d'alternateur, on a un petit écrou là. On le desserre. On a ça là. Là j'ai desserré à fond. C'est le tendeur. Voilà. On appuie. À partir de là, on a la courroie qui nous vient dans la main, sans problème, tout va bien. Référence, pour ceux que ça intéresse, 5 PK 880. Une petite technique, 5 PK, 5, ça veut dire 5 rainures. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon, il y a bien 5 rainures. PK, c'est à la forme des rainures
880, c'est si on coupe la courroie au cutter et qu'on la déroule, elle va faire 880 mm. Voilà, c'était très instructif. À partir de là, hop, on essaye de ne pas tomber dans la fosse. À partir de là, c'est vraiment pas difficile. On finit d'enlever l'écrou qui a été desserré. C'est même pas un écrou, c'est une vis. Voilà. Donc lui, en fait, il vient se prendre dans l'alternateur. Et c'est celui qui fixe l'alternateur une fois en position tendue. On finit d'enlever l'axe d'alternateur. Voilà. Donc ça, je vais le mettre par terre, mais je le remettrai en place après. Et ensuite, une opération qui consiste, c'est un peu technique, je ne sais pas comment expliquer ça, avec des mots que tout le monde peut comprendre. Je crois qu'on peut dire tirer. Voilà, il faut tirer sur l'alternateur. Je sais, c'est un peu technique, tout le monde ne comprend pas forcément toujours les termes professionnels utilisés par nous autres professionnels et autres amateurs. Voilà, donc là je le remets pour pas le perdre. Voilà, et lui on va le mettre avec les petites pièces. Voilà, donc là on a de la place. On a de la place. Ça, on évite de l'enlever parce que c'est là que je vais prendre ma chaîne pour lever le moteur. Le petit frère, ah ben je l'ai déjà enlevé, il faudra que je le remette. C'est le support de... Ah oui, mais j'avais besoin de l'enlever pour avoir accès dessous. C'est le support de TMIC, de l'échangeur. Et il y a une deuxième fixation pour mettre la chaîne, pour le levage. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises... Je suis même pas sûr, il faut que je vérifie. Si, normalement, j'ai accès à toutes les vis de la pompe. Il y en a une là, il y en a une là, à la verticale. On peut la voir. Et si je dis pas de bêtises, j'en ai une devant encore. Ouais, je la sens avec mon doigt. Elle est sous la poulie. Et à partir de là, je pourrais normalement l'enlever. Et sur les WRX, c'est un tout petit peu plus chiant. C'est un petit peu plus chiant parce que il y en a une qui est moins accessible, je ne sais plus laquelle, mais il y en a une de plus, je ne sais plus. Mais c'est moins pratique, toujours est-il. Donc normalement, on est bon. À voir si j'enlève pas la durite du haut, je ne sais pas trop encore comment. Je ne me rappelle plus comment ça se passe, mais ça, j'improvise. Donc là, il reste à enlever le radiateur, à enlever les 4 vis de tour de boîte en dessous. Et on est pas mal, mis à part la DA. Donc on en revient à ce qu'on disait. Ah ouais, si, j'ai aussi les petites durites du canister. Ça, c'est le recyclage des vapeurs d'essence. Donc j'ai les deux petites à enlever là. C'est tout, vraiment tout bête. D'ailleurs, il faudra que je regarde. Non, c'est bon, elle n'est pas abîmée. Donc soit je les enlève du canister, c'est le cas. Hop. Là, il va me falloir une pince. Hop. On peut le faire en direct. Voilà. Ça va pas trop mal. Très bien. Donc là, j'en étais à qu'est-ce qui empêche d'enlever un moteur? Bien entendu, la liaison mécanique, à savoir le tour de boîte. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 vis qu'on a vu tout à l'heure. Vis ou écrou, peu importe. Ensuite, les liaisons électriques qui relient la partie du moteur à la partie du châssis. Donc ça on a vu. Les parties refroidissement, les durites qui vont au radiateur généralement. Après il peut y avoir un radiateur d'huile, il peut y avoir un radiateur de direction assistée, ça dépend des voitures. Sur les STI par exemple, il y en a. Ensuite, les liaisons, qu'est-ce que c'est donc ça? Eh ben c'est le chauffage. Donc on a de l'eau, du liquide de refroidissement qui sort de 2 endroits différents, qui vont réchauffer l'habitacle. Les autres liaisons électriques, parce que parfois il y en a des deux côtés. Qu'est-ce qu'on a? L'échappement, bien entendu. Donc l'échappement, je l'ai enlevé d'ici, il descendait du turbo. Donc ça, c'est la descente du turbo. Et puis, une fois qu'on a enlevé toutes ces liaisons-là, l'essence, oui, bien sûr, l'essence, c'est ce qui m'a permis d'identifier le problème avec le régulateur. Et puis, une fois qu'on a fait électricité, eau, huile, essence, air, parce que des fois, il y a des durites d'air sur les moteurs turbo, comme on a vu tout à l'heure, les toutes petites là, que j'ai repérées. On a fait le tour. À partir de là, le moteur il peut être désolidarisé. Il n'y a plus rien qui le relie au châssis ou à la boîte. Parce que c'est pareil, s'il y a une liaison
je sais pas, hydraulique ou de refroidissement qui relie le moteur à la boîte, il faut l'enlever aussi, hein, parce que sinon il y a tout qui vient, on arrache tout. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, c'est un petit peu la même marche à suivre pour tous les moteurs de toutes les voitures. Et après, il faut, quand on connaît, c'est facile, on n'a pas besoin de galérer à aller chercher où on va trouver comment dire, quel durite va où, quel fil est coincé, caché, parce que ça peut arriver sur certaines voitures. Et quand on connaît, là, c'est plus facile. Donc voilà, un petit peu de bon sens, un petit peu de patience, et ça se fait bien. Donc là, je vais enlever le radial. Je vais passer dessous parce que, comme je disais, je crois, ouais, voilà, il y a 2 petites durites sur les modèles Forester, puisque la boîte de vitesse, elle est refroidie. Donc il y a une petite circulation. L'huile, elle a un petit échangeur avec le liquide de refroidissement en bas du radiateur. Et donc du coup, il faut que j'enlève les 2 durites d'huile. Donc ça, normalement, ça pisse pas là-dessus, parce que c'est pas sous pression. Le niveau, il est plus bas au niveau de la boîte, donc les 2 durites, la circulation, il faut que ça remonte, donc ça coule pas tout seul. Il va y avoir quelques gouttes, mais 3 fois rien. Et puis, on est pas mal. On est pas mal. Certaines voitures essence ont ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Mastervac, c'est l'assistance de freinage, donc c'est la dépression. Les moteurs plus récents ont des pompes à vide et les moteurs diesel surtout ont une pompe à vide. Donc voilà pour comment on désolidarise un moteur. Donc je vais faire tout ça.